Bonjour à vous les vikings et les conquérants de tout poil. Et les joueurs de plis assoiffés de victoire. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble nous formons la chaîne Brigello. Wouh! Angelo. Brigitte. Aujourd'hui on va vous parler de 4 jeux qu'on a joués cette semaine. Ouais. Et le premier jeu dont on va vous parler, c'est Loot. Et Loot, qu'est-ce que ça veut dire, Brigitte? Alors loot ça veut dire butin parce que finalement la thématique du jeu c'est quoi? On est des vikings. Oui, des vikings tout mignons quand même. Hein. Voilà, donc on navigue sur notre bateau à la rencontre d'îles et puis on arrive sur ces îles, on fait fuir les habitants, on pique en fait toutes les ressources qu'ils ont. Même et leur château. Voilà, on investit leur demeure et leur château. Donc un petit jeu chez Gigamic. Petit jeu, pas si... jeu moyen. Voilà, de 2 à 4 personnes. On a joué quoi entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Oui, c'est ça. On a joué des parties à 2, on a joué une partie à 3. Voilà, une petite couverture toute mignonne, une boîte toute mignonne. Oui, illustrée par Naya. Et donc la mécanique, explique-nous un petit peu. Oui, alors la mécanique, elle est double. Donc c'est-à-dire qu'on a un plateau central. On le voit à l'arrière de la boîte. Je mettrai peut-être une incrustation. Voilà, donc il y a un plateau central qui représente un continent qu'on aborde avec nos dracars. Donc tu as parlé d'île, mais en fait c'est un grand continent qui va être plus ou moins grand selon le nombre de joueurs, puisque à 2 joueurs, il va être constitué. Une grande île il va aussi, être, oui, c'est ça. Il va être constitué de 2 tuiles à 3 de 3 et voilà. Il sera plus grand selon le nombre de joueurs. Et donc on a nos dracars qui sont sur la côte, et on a 13 vikings, 13 petits pions vikings. Et pas un de plus, et c'est ça le drame du jeu. Voilà, et on a des petits vikings ici. Et donc on en a 13. Et donc on a un plateau central avec des cases hexagonales avec des ressources. Ce sont des arbres, des moutons, du fer, enfin de l'acier. C'est ça. Et j'ai un trou de mémoire. De l'or. De l'or également. Et on a aussi des bâtiments, des maisons, des tours et des châteaux. Voilà. Et on a chacun aussi un petit plateau personnel qui représente son fjord. On a chacun le même plateau. Et sur son fjord, on a déjà 3 bâtiments ici qui sont indiqués. Et donc, à son tour de jeu, c'est très simple. On va poser un viking sur le plateau central. Et en fonction de la case où on le pose, il va se passer des trucs. Alors d'abord, on peut poser un viking qu'à côté d'un drakkar, donc c'est-à-dire au début du jeu, c'est-à-dire sur la côte, ou à côté d'un autre viking, mais pas forcément le sien. Parce qu'entre vikings, on est copains, on se donne un coup de main. Quoi. Voilà, on peut utiliser les vikings des autres. Et donc on progresse comme ça sur cette map et on récolte des ressources. Et ces ressources, à chaque fois qu'on récolte une ressource, par exemple je récolte un mouton, je récolte du fer ou de l'or, je le place, donc j'ai une petite tuile hexagonale que je place sur mon plateau. Et une fois que je la place, elle ne peut plus bouger. Voilà. Et donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a cette double mécanique, on a un plateau central où il y a beaucoup d'interactions, parce qu'il y a énormément en fait on va profiter des vikings des autres, on va se bloquer, il n'y a pas assez on va dire de bâtiments surtout pour chacun. Parce que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est les 3 bâtiments qui sont sur notre plateau. Ils ne seront que bâtiments quand on les aura entourés de ce qui est nécessaire. Quel est le but du jeu? Par exemple, on va avoir des bâtiments ici. Ce bâtiment-là va me demander d'avoir autour de lui, donc sur les cases adjacentes de cet hexagone. Par exemple, 2 tours, un château, voilà, du fer, un mouton, etc. Donc, en fait, ça varie et c'est des jetons qu'on tire au début au hasard. Oui. Et donc, il se pourrait que toi, tu aies des jetons où il n'y a pas de maison, par exemple, ou moi j'en ai. Voilà, ça c'est un petit peu le fait du hasard. Et comme l'a dit Angelo, il n'y a pas assez de maisons pour tout le monde. Donc voilà. Et donc dès qu'on a entouré donc un de ces bâtiments avec toutes les ressources nécessaires ou les bâtiments nécessaires, on le valide et il va nous générer des points de victoire. Voilà. Et il faut savoir aussi que chaque élément va nous donner des points de victoire ici. Chaque élément a des points de base. Chaque arbre sur notre plateau va nous donner 1 point, chaque mouton 1 point, l'or 2 points, les maisons 1 point, les tours 2 points, les châteaux 4 points. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est les dracars qu'on peut choisir à chaque tour. À la fin de son tour, on peut choisir un drakkar. Si on les complète, ils vont nous rapporter des points supplémentaires, que ce soit pour les maisons, les moutons, l'or. Savoir aussi que quand on prend l'acier, par exemple, et bien sur le plateau de base qui se trouve au milieu, il y a des bonus. Donc par exemple, si on a 3 aciers, on gagne, je pense que c'est 6 points en plus. Oui, c'est des tuiles bonus. Mais si on a 6 aciers, le premier qui prend la tuile a voté un point supplémentaire. Donc ça peut être la course à l'acier également. Oui, il y a un côté timing, il y a des tuiles bonus en fonction du nombre d'aciers, enfin de haches, c'est représenté par des haches, et donc le premier qui a un certain nombre de haches peut prendre le plus gros bonus, etc. Donc ça c'est un côté timing. Donc les drakkars, oui, nous donnent des bonus, mais il faut les entourer, donc ils ont besoin de ressources également, comme les bâtiments, tout fonctionne comme ça en fait, toutes les choses qu'il faut. Voilà. Mais les drakkars, si on ne les termine pas, ils nous donnent moins 5 points à la fin du jeu.
jeu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc, les ressources, on les obtient simplement en posant un viking sur la case, mais les bâtiments, c'est différent pour chaque bâtiment. Les maisons, si je pose un viking à côté d'une maison, je récolte la maison. Les tours, elles doivent être... Les tours, elles doivent être connectées par une chaîne de vikings. Donc, si j'ai une chaîne de vikings, de mes vikings, de ma couleur, qui connecte 2 tours, je prends chacune des 2 tours. Et les châteaux, encore un peu plus compliqués. Les châteaux, il faut avoir un groupe de 4 vikings adjacents au château. Je peux prendre un château. Si j'ai un groupe de 8 vikings à côté de la même pile de châteaux, je peux prendre le 2e château. Et si j'arrive à 12 vikings, je peux prendre le 3e château. C'est des piles de 3 châteaux, des piles de 2 tours et des piles d'un bâtiment. Voilà. Et donc... Oui, on a aussi 3 petits bonus pendant la partie. On a 3 jetons bonus, 3 pouvoirs spéciaux. 3 pouvoirs, on va dire, donc oui. Un qui permet de se placer sur un viking, à côté d'un viking d'un emplacement où un viking n'est déjà mis. D'un emplacement occupé par un autre viking, Voilà. ce qu'on ne peut pas faire normalement. Un, c'est pour une double ressource. Oui, on peut et le récolter 2 fois la 3e, ressource. c'est on peut jouer, en fait, placer 2 vikings à la suite l'un de l'autre. Oui, on peut jouer 2 fois de suite, quoi. Voilà. Donc c'est assez simple, mais En même c'est temps, simple, mais c'est pas si c'est un évident. bon petit casse-tête. Pas trop compliqué, mais assez compliqué pour vraiment être, je trouve, passionnant. Alors on a joué, je vais dire ce que j'en pense tout de suite. Oui, on a joué 3 fois à 2, je pense. 3 fois à 2 Oui. et 1 fois à 3. Alors clairement, dès qu'on joue à plus que 2, c'est bien meilleur parce qu'il y a beaucoup plus de blocage, c'est beaucoup plus difficile. À 2, on parvient toujours à faire plus ou moins ce qu'on veut. À 3, pas du tout. D'ailleurs, on a fait découvrir à une joueuse, Virginie, en soirée, là, dans une soirée jeu, et elle nous a tanné dès la première fois. Bravo à toi. Mais bon, t'as pris ma couleur. Normalement, tu as joué avec les jaunes, c'est moi qui joue les jaunes. Je rigole. Ouais, t'as bien joué. Mais bon, bref. Donc, je trouve que quand même, moi, je suis très content de ce jeu. Donc, bravo à Charles Chevalier, à Laurent Escoffier et à Gigamic, parce que je trouve Il ça... donne en tout cas envie d'y rejouer. Oui, et ça relève, pour les jeux qu'on a joués récemment dans le champ un peu de l'édition francophone des jeux français, on les a trouvés un peu moumou. Ici, je trouve que ça relève un peu, par rapport à ce que moi j'aime, à ce que j'attends d'un jeu, ça relève quand même un peu le niveau. Voilà, c'est voilà. Très malin, c'est très taquin, l'air de rien aussi. Donc voilà, interaction au milieu du plateau qui peut être très serrée. Très visualiser ce qu'on veut faire et puis pour avoir le plus un de vrai bonus, casse-tête ici, parce qu'il faut bien anticiper tout le placement de ces ressources, parce qu'évidemment, ces ressources peuvent servir à plusieurs bâtiments, à plusieurs objectifs, et donc il faut bien positionner tout ça pour essayer de faire des sortes de combos quand on place ces ressources. Donc c'est vraiment très chouette à jouer, et au plus on y joue, au plus, franchement, moi j'ai envie d'y jouer. Surtout Angelo qui pour une fois quand même gagné 3 parties d'affilée. Oui, ça... c'est vrai. Bravo Angelo. Merci. Bon, après ça, t'as été battu parce que oui, la dernière fois à 3, oui. c'était pas le cas. Ouais. Mais bon, sinon, voilà, c'est illustré par Nayad. Alors Nayad, c'est un super illustrateur. J'aime beaucoup Nayad. Tokaido ne serait pas Tokaido sans les illustrations de Nayad. Par contre, je trouve quand même que le choix de Nayad pour ce jeu-là, pour moi, c'est un bof. C'est des petits vikings mignons. Oui, mais enfin, voilà, c'est des vikings, on pille. Mais là, c'est un peu, on est des vikings, mais on demande gentiment. Est-ce qu'on peut vous piller? On va taper pas trop fort, on est mignon. Moi, je trouve que quand même, à un moment donné, si c'est un jeu avec des vikings qui pillent des villages, il faut des graphismes. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Mais voilà, moi, j'aime bien les petites choses. Moi, ça m'agace un peu, c'est tout. Sinon, l'édition du jeu, l'ergonomie, la lisibilité, j'ai rien à dire. Le plaisir de jeu est là aussi. Au plus on y joue, au plus on découvre en fait des finesses. Et au plus on a envie d'y jouer pour en fait remporter la victoire à la place de l'autre. Plus on s'améliore. Donc les points forts, c'est l'interactivité du plateau, le fait qu'il y a aussi cette question de timing qui est très importante, le fait qu'il n'y ait pas assez de bâtiments pour tout le monde. Moi je me suis fait, à la dernière partie à 3, je visais des tours, je me suis fait griller, donc impossible, plus possible d'avoir des tours, et donc c'était l'horreur. Donc voilà, donc très chouette. Oui, franchement, une bonne découverte. Oui, tout à fait. Et maintenant, on va passer au jeu suivant. Bien. Après, le deuxième jeu dont on va vous parler, quelque part, on peut le rapprocher de Loot, puisqu'on va aussi conquérir des territoires et accaparer des ressources. Voilà, mais quel est-il ce deuxième jeu? C'est Olympos. Alors, Olympos, un jeu de Philippe Kayarts, sorti en 2011 aux éditions Istari, Istari Games. Alors, Philippe Kayarts, c'est un auteur qui est surtout connu pour un jeu qui s'appelle Vinci, et qui a été réédité par la suite sous le nom de Small World. Donc je pense que tout le monde connaît Small World, mais bon, Philippe Kayarts n'a pas fait que Small World, il a aussi fait d'autres jeux, dont Olympos, qui est un petit bijou, selon moi. Alors... Voilà, donc Olympos, en fait là c'est autre chose, donc le plateau, c'est la carte de la Grèce. Oui, c'est ça. Et donc l'idée c'est on va essayer de conquérir des territoires, d'investir pour acheter des technologies, des merveilles, voilà, essayer d'obtenir les ressources idéales pour
acheter finalement des bonus, donc... Oui, alors je vois qu'il est marqué de 3 à 5, mais oui. On l'a joué à 2. On l'a joué à 2 parce qu'il y a une variante officielle sur le site. Je pense que dans les éditions qui ont suivi celle-là, elle était dans la boîte, mais donc il y a une variante officielle sur le site pour jouer à 2. Donc on l'a joué à 3 et on l'a joué à 2. Aussi, oui. Alors c'est quand même mieux, je pense, à 3, mais à 2, ça fonctionne très bien aussi. On bloque beaucoup de territoire, donc c'est un peu comme Loot. Il y a une carte centrale. Là, on n'a pas de tableau personnel ici, on a juste une carte centrale qui représente la Grèce et aussi... dans la Méditerranée, on a l'Atlantide. On peut aussi aller conquérir les territoires de l'Atlantide qui vont rapporter plus de points. Et donc l'idée du jeu, ce qui est l'idée centrale du jeu, c'est le temps. C'est-à-dire que chaque action qu'on va réaliser va nous donner on va dépenser du temps, va nous prendre du temps. Et on a une piste du temps. Et donc, quand on sera arrivé au bout de cette piste, notre tour de jeu sera fini. Donc, il y a des joueurs qui pourront jouer plus selon leur action qu'ils ont fait, etc. Et c'est toujours le joueur qui sera en dernier sur la piste qui jouera. Donc, un joueur pourra aussi jouer plusieurs fois d'affilée. Je m'emmène un peu les pinceaux. Puisqu'il s'agit en fait on a 4 pions à la base, mais on peut en avoir plus par la suite. Donc, on a 4 unités militaires au début. Voilà, unités. Voilà, militaires, voilà. Et puis en fait on arrive, ça nous coûte X points, puis on les déplace, ça nous coûte des points en plus. S'il y a déjà une civilisation, il faut la combattre, ça nous coûte encore des points temps en plus. Donc voilà, et si on limite ses actions, on peut parfois jouer 2 à 3 fois le temps que quelqu'un a joué, en attendant que l'autre joue, puisque lui aura joué et dépensé plus de temps. Et donc la mécanique est très simple, puisqu'à son tour de jeu, soit on s'étend, c'est-à-dire que soit on va déplacer un de ses pions militaires sur le plateau, soit on va générer un nouveau colon qu'on va faire venir sur la carte, soit par le nord, soit sur une case où on a déjà un colon. Et donc soit c'est ça, et on se déplace, et si on arrive sur un territoire vide, on prend la ressource qu'il y a dessus, et donc là les ressources, il y a de l'or, il y a du bois... Ressources qui sont importantes pour justement la deuxième action possible. S'il y a une population présente, il va falloir se battre. Les combats se résolvent automatiquement, c'est-à-dire qu'on compare le nombre d'épées qu'on a. Au début on n'a pas d'épée, les populations qu'on combat n'ont pas d'épée non plus, et donc quand on est égalité, ça va coûter 2 points d'action. Si on a plus d'épées que la population qu'on combat, ça va coûter 1 point d'action. Si on a moins, ça va coûter 3. On peut aussi aller sur une case où il y a un joueur adverse et le combattre aussi. On gagne automatiquement le combat, mais on va dépenser évidemment plus de points, plus de temps. Et quand on combat un joueur, on prend la ressource qui était sur ce territoire, on lui reprend la ressource. Il y a moyen de l'embêter. Il y a moyen de s'embêter beaucoup. Et donc ça, c'est la première option, c'est aller sur cette carte et se déplacer. Et la deuxième option, c'est ne pas jouer sur la carte, mais acheter des développements. Donc il y a tout un marché de développement technologique, qui sont des tuiles qui vont donner des bonus, qui vont améliorer nos actions. C'est ça, et qui vont nous donner aussi des unités militaires. Qui vont soit nous donner des points, soit un Zeus, et à chaque fois qu'on achète une technologie, on peut choisir un bonus. Ça va être une ressource en plus, ça va être des unités militaires en plus, parce qu'il va falloir générer des unités, parce qu'au début, on n'en a que 4. À savoir aussi que si on se place sur la même colonne, ça va nous permettre aussi d'avoir entre parenthèses, des merveilles. Des civilisations qui nous permettront d'acheter des merveilles. Oui, parce qu'on achète des technologies ou des merveilles, et les merveilles coûtent des jetons étoiles qu'on gagne en combattant des civilisations qui sont au plateau et qui rapportent des points à la fin. Qui rapportent des points, qui peuvent rapporter beaucoup de points, les merveilles, et aussi sur ce marché, donc c'est un quadrillage, toutes les tuiles qu'on achète, on pose un pion dessus. Toutes les tuiles qu'on a dans la même colonne que la merveille qu'on va acheter vont nous donner une réduction. Donc s'il faut 6 étoiles pour avoir une merveille, j'ai déjà mis 4 pions dans cette colonne, je n'ai plus qu'à avoir 2 étoiles. Voilà. Il y a aussi un mécanisme de cartes spéciales. Il y a tous les X temps qu'on passe, on reçoit des cartes spéciales qui nous donnent des ressources, qui peuvent nous donner des points de victoire si on remplit des objectifs ou des choses comme ça. Et alors il y a les cartes. Il y a les dieux. Oui, alors il y a les dieux qui ont des effets positifs et des effets négatifs. Et là, c'est toujours selon le nombre de jetons de Zeus. Alors les jetons de Zeus, on les obtient, il y a une case sur le plateau qui permet d'obtenir un jeton de Zeus, il y a des technologies qui permettent et des cartes spéciales aussi. Et là, quand on tire une carte dieu, eh bien, si c'est un effet positif, le joueur qui a le plus de jetons de Zeus va en profiter, et si c'est un effet négatif, eh bien c'est le joueur qui a le moins de jetons de Zeus qui va se prendre ça dans la figure. Et ça peut être très mauvais. Ça peut être très violent, on va perdre des ressources, on va perdre des pions sur le plateau, par contre on peut gagner des ressources, etc. Voilà. Donc c'est un jeu... il n'est pas très compliqué, il est quand même plus compliqué que Loot, hein. Il est très exigeant à jouer, c'est un jeu où il y a énormément d'interactions, c'est un jeu très fin, le timing évidemment ici dans le jeu est super important, c'est un jeu où on ne peut pas se permettre du tout
de ne pas regarder ce que font les autres. Donc dans la dernière partie, j'ai pas trop fait attention à ce que faisait Brigitte et je me suis fait griller la merveille que je visais parce que j'avais pas capté où elle en était dans ses étoiles. Donc vraiment, il faut être attentif aux autres joueurs, attentif au timing, aux séquences des choses qu'on veut jouer. Donc c'est vraiment pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un jeu très épuré. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Vraiment très simple. Donc on l'explique très vite, mais on a l'impression de jouer à un jeu de conquête et de développement de civilisation avec des règles vraiment très condensées, très simples, très efficaces. Il se passe beaucoup de choses dans une partie avec finalement pas tant de choses que ça à mettre en place et à expliquer. Donc bravo à Philippe Caillard pour ce petit bijou et aux éditions Istari qui n'existent plus hélas, mais qui pour moi reste la meilleure maison d'édition francophone. En tout cas, un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Vraiment, moi je l'aime beaucoup. Ouais, voilà. Et maintenant, on va parler de deux jeux complètement différents. And now for something completely different. Bon, Brigitte, on n'est plus dans la conquête de territoire, on n'est plus dans le pillage, on n'est plus dans la violence. Non. On est dans la douceur des jeux de pli. C'est ça, voilà. Donc, troisième jeu auquel on a joué, donc on est allé une soirée jeu, on vous l'a dit, et voilà, Angelo a entendu quelqu'un qui a dit « Oh, moi j'aime bien les jeux de pli ». J'en ai profité tout de suite, parce que il j'avais en ça a dans mon sac à dos. profité tout de suite, et donc on a joué à Null en Nichtig. Alors, un jeu de pli, bien sûr, mais un jeu de pli un petit peu particulier quand même, puisque on s'en fout un petit peu des couleurs, des... Voilà, c'est particulier. Angelo va vous expliquer. Finalement, un jeu de pli, pour une fois que j'ai un peu apprécié. Il va expliquer. Alors, donc, Null en Nichtig, j'ai trouvé une boîte neuve sous cello, et une boîte neuve sous cello qui était distribuée par Gigamic, parce que sous le cello, il y a une traduction du titre du jeu qui s'appelle en français Tout et Rien, et donc c'était distribué par Gigamic, voilà, tel quel, la boîte allemande avec ce petit papier ici, avec la règle en français dedans. Et donc je suis très content de l'avoir joué. C'est un jeu dont je lisais toujours beaucoup de bien sur divers forums, et donc quand je suis tombé dessus... Et c'est un jeu de qui ? Tu vas le prononcer. Oui, c'est un jeu de Rainer Stockhausen, voilà. Je ne sais plus du tout ce qu'il a fait, c'est un nom qui me dit quelque chose, peut-être que j'afficherai en dessous quelques jeux qu'il a fait. Donc, alors, c'est un jeu de pli super simple. Donc vraiment, là, les règles, c'est un des jeux de pli. C'est comme ça qu'il l'a vendu. Mais aux règles vraiment les plus simples. Donc on a quoi ? On a, évidemment, vous vous en doutez, un paquet de cartes. Voilà. I2. Là, je dois dire que... voilà, les cartes sont vraiment... J'en fous partout. Voilà. C'est pas ça, parfois c'est ancien et beau, mais là c'est vraiment moche, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce sont des cartes en 5 couleurs, numérotées de 0 à 11. Et dans chaque couleur, il y a 2 zéros. Donc on a 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dans 5 couleurs. Et donc, on distribue 13 cartes à chaque joueur. Pouf, pouf, pouf. On va dire que j'ai 13 cartes, je ne les ai pas comptées. Avant de commencer, chacun va mettre 3 cartes devant lui. Il les classe par couleur. J'ai mis une carte jaune, une carte bleue, une carte verte. On peut aussi mettre la même je couleur. Pourrais mettre 2 cartes bleues, une carte jaune et 2 cartes bleues, mais alors je décide quelle carte je mets sur l'autre. Et donc j'ai joué 3 cartes. Et puis, il y a un joueur qui démarre. Et voilà, il joue, pouf, et les joueurs suivent. Alors, dans ce jeu, justement, il ne faut pas suivre. On peut jouer ce qu'on veut. Peu importe le chiffre qui a été joué, peu importe la couleur qui a été jouée. Tout le monde peut jouer la carte qu'il veut. Ok, jusque-là, ça va. Le but étant quand même de recevoir, de gagner des cartes. Et donc, voilà, pof, pof, chacun joue des cartes comme ceci. Et c'est celui qui a joué la carte la plus forte qui l'emporte. Si 2 cartes de valeur identique ont été jouées, ce qui est tout à fait probable, eh bien c'est le joueur qui a joué la première carte la plus forte qui l'emporte. Admettons que ça soit moi, c'est pas le cas ici, mais admettons que ça soit moi. Je remporte le pli. Je prends les cartes dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la mienne. Donc je prends la mienne, je la mets, c'est une carte jaune, sur la pile jaune, au-dessus. J'avais un 5, je dois mettre le 3 au-dessus. Je prends la carte bleue, je prends encore une carte bleue et je les empile comme ceci. J'avais une carte rouge, je la mettrai sur le rouge. À savoir qu'à la fin du jeu, c'est la carte qui est au-dessus de la pile qui vont nous donner les points de victoire. On additionne simplement tous les points de victoire des cartes qu'on a au-dessus. Et donc, vous vous doutez bien que comme il y a 2 zéros dans chaque couleur, on va essayer de refiler selon le timing, selon l'ordre des cartes qui vont être ramassées. Quand même, il faut penser à ça. Ça a l'air con quand on explique les règles, mais quand on y joue, c'est pas si bête que ça. Et donc voilà, c'est simple, efficace, vicieux. Ça me rappelle un peu Steel Shen parce qu'on va toujours essayer de pourrir le jeu des autres joueurs. Mais il m'a semblé plus sympa. J'ai préféré jouer qu'il y a d'autres jeux de pli. Enfin, on sait bien que j'aime pas les jeux de pli. Mais si tu aimes les jeux de pli. Mais j'ai gagné la force à jouer les jeux de pli. J'ai gagné la partie. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est assez original. Il est super simple, super efficace, super méchant. On joue un nombre, soit on joue un nombre de manches égal au nombre de joueurs, c'est ce qu'on a fait, on était 4, soit on décide d'un nombre de points, 100, 200, et quand un joueur a atteint ce nombre de points là, la partie est finie. Voilà, une bonne expérience vraiment, à chouette d'avoir retrouvé ce petit jeu.
Très difficile à trouver, mais on peut l'émuler très facilement, je pense, avec n'importe quel... On trouve la règle facilement sur Internet. Vous avez un paquet de cartes en 5 couleurs numérotées de 0 à 11. Alors le problème, c'est qu'il faut 2 zéros, donc il faudrait 2 jeux du même type, mais à mon avis, c'est faisable facilement. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Donc, nul et nichtig, je sais pas comment on dit. De tout et de rien, eh bien, c'est un super petit jeu de pli, et je suis très heureux de l'avoir ajouté à notre collection, et je le ressortirai à la première occasion. Le jeu suivant. Et donc le 4e jeu auquel on a joué cette semaine, on en a joué plus j'avoue, mais voilà, c'est, vous le devinerez, un jeu de pli. Oui, un jeu de pli, le jeu Robotrick. Voilà, alors Robotrick, il a une petite histoire, ce jeu il est sorti l'année passée à Essen. Il faut savoir que voilà, Angelo a été super déçu parce que après on est rentré juste au tout début de l'ouverture de la foire et il y en avait déjà plus. Et donc il nous a quand même un petit peu poussé à le chercher un petit peu partout et tout. Et bon, finalement il est sorti en français. Édité Alléluia. En français. Parce que même au Japon, là, on a été au Japon même pour Robotrick et on l'a pas trouvé. Et voilà. Et Angelo l'a bien évidemment acheté, et donc on l'a joué cette semaine. Oui, il était temps, parce que c'est un jeu qu'on peut jouer que à 3, et donc c'est compliqué, parce qu'on est toujours 2 ou à plus que 3. Donc là, enfin, on a pu jouer à 3. Merci Adam d'avoir joué avec nous, parce que ça nous a sauvé la mise, et j'espère pouvoir y jouer bientôt. Et donc, qui n'explique Robotrick ? Bah tu expliques, hein. D'accord. Parce que tu l'as voulu absolument. Avant que j'explique, innovons un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Donne-moi ton ressenti avant que j'explique le jeu. J'avoue quand même que c'est un deuxième jeu de pli que j'aime assez bien, parce qu'il a une petite originalité qu'Angelo va vous expliquer. Donc ça permet quand même d'essayer aussi de très fort embêter ses partenaires de jeu. Et puis voilà, c'est une petite originalité moi qui me plaît bien. Donc tu vas peut-être l'expliquer. Donc c'est un jeu de pli. Alors, la mécanique de base est ultra simple, puisque c'est des cartes en différentes couleurs numérotées de 1. Alors je ne sais plus très bien maintenant. Je pense à 13. Oui, c'est possible. Parce qu'on en reçoit 13 à la base, oui, des cartes. Oui, c'est ça. Donc on reçoit chacun 13 cartes. La mécanique de pli est simple, c'est un must-follow, donc il faut suivre à la couleur. Un joueur joue une carte, il faut suivre. Si vous ne savez pas suivre, vous jouez ce que vous voulez. Il y a une couleur d'atout, et s'il n'y a pas d'atout, c'est la carte la plus forte dans la couleur demandée qui l'emporte, et s'il y a un atout, c'est l'atout qui l'emporte. Voilà. Donc à ce niveau-là, très classique. C'est tout au niveau de... Dit la spécialiste du jeu de pli. Oui, c'est ça. Par contre... On doit jouer à 3, mais on joue à 3 avec un joueur, avec une intelligence artificielle, avec un robot, avec Droko le robot. Et donc Droko, il reçoit une petite fiche comme ceci au début de chaque manche, au hasard. Et donc c'est une fiche qui va indiquer... La façon dont il doit jouer. Oui, de la façon dont son cerveau positronique doit agir. Donc, je disais, une carte qui va indiquer comment le robot doit jouer. Et elle est visible, et donc on sait comment il va jouer. C'est-à-dire que cette carte indique que si jamais le robot doit suivre, ici par exemple, si il suit, il va jouer sa carte la plus petite. Si jamais il y a plusieurs cartes qui sont plus petites qui sont de la même valeur, mais on regarde la deuxième condition, il va jouer dans la colonne où il a moins de cartes, etc. Donc c'est simplement un petit tableau qui nous indique quelle carte il doit jouer. C'est très facile à suivre, on comprend très facilement. Et donc par contre aussi, on reçoit chacun 13 cartes face cachée. Par contre, les cartes de Droko, elles sont face visible. Donc, on les voit. Donc, on sait exactement. On sait, quand on joue une carte, on sait quelle carte Droko va jouer. Surtout si on joue avant lui, on sait quelle carte il va jouer. Il peut aussi, c'est lui qui démarre chaque manche. Et donc, il y a indiqué aussi quelle carte il va jouer pour démarrer la manche, soit la plus petite, soit la plus grande, etc. Voilà, avec les choses vicieuses. Et donc, si Droko gagne... Quand j'ai commencé au début des 2 premières cartes qu'on a joué à la première manche, je me suis dit... Tout ce foin pour ça, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais finalement, j'ai mis la carte là-bas, mais personne ne la voit. Donc je la remets ici. Donc ça, c'est ces cartes. Donc ça représente le cerveau de Droko, hein, sa réflexion lorsqu'il va jouer des cartes. Il y en a plusieurs, voilà, comme ceci. Et donc, en fait, ce qui est l'intérêt du jeu, il est sur 2 axes principaux. C'est que, donc on joue chacun une carte. Quand un joueur gagne un pli, admettons que c'est un joueur en chair et en os qui gagne un pli, il remporte la carte qu'il a jouée. Donc la carte qu'il a jouée, il la met devant lui. Et ces cartes rapportent différents points de victoire. Par exemple, les 13 rapportent 15 points, les 6 rapportent 6 points, etc. Non, il remporte la carte de Droko. Non, oui, je vais vérifier. Oui, si un joueur remporte un pli, c'est encore plus intéressant, il remporte la carte jouée par Droko, les autres cartes sont défaussées, et il la met devant lui, face visible, et cette carte va lui donner des points positifs. Par contre, on ne peut avoir que 3 cartes qui donnent des points positifs. À partir de la 4e carte, et c'est très difficile de ne prendre que 3 cartes dans un jeu de pli, surtout quand on joue 13 cartes, elles sont mises face cachée, et ces cartes vont nous donner leurs points, mais en négatif. Ça, c'est une chose. Et donc, voilà, ça c'est quand un joueur gagne un pli. Mais quand c'est Droko qui gagne un pli,
tous les joueurs doivent prendre la carte qu'ils ont jouée et la mettre face cachée. Donc cette carte, automatiquement, va nous donner des points négatifs. Donc c'est très difficile, en fait, d'avoir des points positifs dans ce jeu. Quoique, on s'est assez bien débrouillé. Voilà. Et donc, c'est ces deux axes-là. Oui, le deuxième axe, ça c'est le premier axe, c'est qu'on voit les cartes de Droko et on sait ce qu'il va jouer. Donc l'intérêt du jeu, c'est tout ça. C'est la tension du jeu, S'il joue un 1, on n'a pas forcément envie de gagner le plus parce que ça nous rapporte. Oui, ça nous rapporte pas, c'est ça. Et puis, etc. Et puis ça nous bloque déjà. Et c'est un jeu assez technique puisqu'on distribue toutes les cartes. Enfin, je pense qu'il y a 3 cartes qui sont mises de côté, une carte au milieu qui représente la toux. On voit les cartes de Droko, donc l'air de rien, c'est un jeu. Vraiment, on a quasiment toutes les informations en main. Voilà, donc c'est un jeu qui peut être très technique. Et puis il y a cette tension liée au fait qu'on peut ramasser que 3 cartes et toutes les autres sont des points négatifs. Donc ces deux choses-là font que ça génère du plaisir, de la tension, de la souffrance, des grincements de dents. Ça rend le jeu de pluie un peu différent des autres. Oui, et j'avais peur que ça manque de fluidité, mais pas du tout, parce que ces cartes-là, finalement, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est très facile à suivre. Donc voilà, donc Robotrick, finalement, je comprends pourquoi il a plu, je comprends pourquoi on a fait tout ce soin. Et on est content de l'avoir. On est content de l'avoir. De toute façon, maintenant, celui-là est très facilement disponible. Je vous le conseille très fort, puisqu'il est sorti en français. Donc vous n'avez aucune excuse. Voilà, donc Robotrick conclut cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement. Ciao. À bientôt, ciao. Can I help you? Would you change his head for me, please? Something a little more aesthetic. Right. And check his works. He acts peculiar. You got room in there for another head change? Yeah, sure. All right, I'll be back in a little while. Let's go.